On va parler un peu architecture, microservices et tout. On va faire plein de buzzwords, c'est cool. Mais les notations de début d'année, elles sont déjà passées. Du coup, vous pourrez peut-être pas les ressortir tout de suite. Juste pour savoir qui est la personne bizarre que vous avez en face de vous habillée en orange. Moi, c'est Anthony Callard, j'ai 30 ans. Ça fait un peu plus de 8 ans que je bosse chez Decathlon. Je suis aujourd'hui staff engineer. Je vous passe les détails du métier parce que moi-même, des fois, je m'y perds. Et je suis Camouda Champion pour l'année 2023, parce que c'est une élection qu'ils font tous les ans. Et j'ai l'opportunité de l'être cette année, d'où le fait que je vous présente le sujet ce soir. Et bah forcément, je suis un peu fan de sport et de tech aussi. En termes de sport, j'aime bien les sports un peu atypiques où on sort d'un avion en l'air et où on se fait mal au corps pendant 12 heures en nageant, en faisant du vélo et de la course à pied. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va partir d'un paradigme qui est en fait comment on fait vivre un état d'une commande. Enfin, une commande, alors pour donner la définition très simple et très rapidement, quand on va parler de commande, c'est vous êtes sur un site internet, que ce soit Decathlon ou Decathlon. Vous allez sur la page internet de Decat, vous faites votre panier. Généralement, cette partie-là, ça marche. C'est quand vous cherchez un produit que vous êtes moins content. Je rigole. Euh, Vous mettez vos articles au panier, et à un moment donné, vous allez faire la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire vous allez dire ok, maintenant je paye, ça c'est cool. Et nous on prend le relais. Derrière, c'est à partir de là qu'on fait de la gestion de commande. Et ça marche, en vrai, ça marche chez Decat, mais ça marche sur énormément de process. Vous vous doutez qu'on n'est pas les seuls à faire de la gestion de commande. Euh, du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et simplement on va rester sur ce système-là, qui est une commande très 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 simplifiée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une commande qui est créée, d'accord, la vôtre. Après, ben, on va faire valider le paiement, souvent parce que là on part sur un statut où la commande c'est une commande en ligne. Du coup, on fait une validation de paiement, d'accord. Si c'est en caisse, globalement c'est déjà payé souvent. Donc là, on va faire une validation de paiement en ligne, imaginez par carte bleue, etc. Ensuite, ben, là, nous, il va falloir qu'on prenne le relais, c'est-à-dire faire en sorte que ce que vous avez payé, vous le receviez. C'est quand même mieux. Et enfin, généralement, on va vous spammer. On essaye quand même de le faire moins en moins, à ce qui paraît. Mais bon, il me fallait une dernière étape. Du coup, bah, j'ai pris celle-là. Euh, donc ça, c'est le workflow. Vous verrez, je vais dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois workflow, mais c'est le workflow qu'on va traiter aujourd'hui. Généralement, et parce que vous avez fait une bonne veille technique pardon, ces dernières années, ça souvent on le voit schématisé avec ce qu'on appelle de l'event driven. D'accord, donc il se passe une étape, puis il se passe autre chose. On va le gérer avec de l'event driven via un message broker. Alors le message broker, vous pouvez mettre du Kafka par exemple, vous pouvez mettre du RabbitMQ, enfin tout ce qui est gestion un peu de messages, de transfert de messages. Ou un bon vieil USB, bah, des fois ça marche aussi. Ça marche de moins en moins, mais ça marche. Et du coup, bah, comment on peut le schématiser? C'est de cette manière-là. On a une création de commande, du coup on déclenche un premier événement. D'accord, ce qu'on a en bas à gauche. Ça part dans le message broker, et à partir de là, on a un premier petit copain qui est abonné à l'événement qu'on a produit, c'est-à-dire la création de commande. Et là, lui, il va dire, bah cool, ça m'intéresse. Ou alors, on a déjà fait un contrat en amont quand on fait du one-to-one. On a fait un contrat pour dire, bah en fait, de toute façon, ça va aller en queue qui t'est dédié pour ton service. Mais ça, on n'est pas là pour parler du message broker. Mais bon, globalement, on a un deuxième copain qui est le système de paiement, qui lui va être intéressé par cet événement-là. Il va le récupérer, il va faire quelque chose et potentiellement il va ressortir un second événement. Par exemple, payment success. Ok. Et ensuite, bah, il y a le troisième copain qui rentre en jeu, qui va dire bah, maintenant que le paiement a été success, donc je détecte cet événement-là, je vais faire mon travail, et puis à un moment donné, je vais ressortir un autre événement qui peut être shipment success. C'est hyper simple hein, chez nous. Et enfin, il y a le dernier copain qui lui n'intéresse plus personne derrière, mais qui lui est intéressé par toute la chaîne, c'est-à-dire ah bah cool, tout s'est bien passé, je vais dire au client qui a été livré. Bah, on le sait, j'ai reçu le colis, mais bon, on va quand même lui dire. C'est facile sur ça? Ok. Du coup, je viens de me rendre compte que je vais devoir un peu enlever le micro. Enfin, je vais faire peut-être venir un peu plus les gens, parce que sinon je vais perdre l'audience en ligne.
Pour qu'on comprenne mieux, je vous propose qu'on schématise ça avec une petite balle de tennis, qui bien sûr est Artengo D4. Je n'ai pas fait la bourde de prendre autre chose. Du coup, j'ai juste besoin de 3 personnes pour commencer. Allez, au pif, Maxime, Kevin et Étienne, parce que je vous connais. Au moins, je sais que j'arriverai à avoir de l'interaction. Du coup, on va essayer de la faire hyper rapidement. C'est-à-dire que moi, je suis le premier service. Okay, je fais de la création de commandes. Ça marche. La balle de tennis, elle schématise l'avancée d'une commande. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie d'une commande. Kevin, si tu veux bien, tu vas être la partie paiement. Maxime, la partie livraison, shipment. Et Étienne, la partie notification, si ça te va. Ok. Du coup, comment ça se schématise? C'est là, moi je suis paiement de service, j'envoie la balle quelque part, on simule qu'il y a un message broker, Kevin il la récupère. Kevin, à ton avis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Par un intermédiaire, je t'aide. C'est ça. En fait, tu vas pouvoir l'acheter à Maxime. Voilà, là on a vu le message broker qui a fait son travail. Maxime a bien reçu la balle, parfait. Et ensuite, il se passe quoi? Eh ben, on va faire en sorte que la notification reçoive l'événement. Du coup, c'est ce qui va se passer. Voilà, super. Ok, nickel, ça se passe bien. Je vais récupérer la balle. Merci. Vous avez compris ce que vous aviez à faire, là, globalement, c'est quand même hyper facile. Étienne, est-ce que tu peux te retourner, s'il te plaît? Ouais, regardez le mur, merci. On fait la même chose. Hop. Ok. Maxime. Ok. Ouais. Bah voilà, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est que, en fait, des fois... Pardon, c'est bon. Et ben des fois, ça marche pas. Et oui, accessoirement, Étienne se prend également des balles dans la figure. Des balles perdues, exactement. Merci, messieurs. Je reprendrai 3 autres volontaires après. Comme ça, vous verrez la belle démo, comment ça rend. Donc là, on a quand même discuté de certains avantages et on va introduire tout de suite de pourquoi, qu'est-ce qui peut fail en vrai dans la vraie vie. Donc les avantages qu'on peut avoir quand même dans ce système-là, c'est que les services entre eux, ils sont très peu liés. On l'a vu, hein, le fait que Étienne était retourné, ça n'a pas du tout empêché Maxime d'envoyer la balle. Clairement, il a pu faire son travail très facilement. C'est assez facile à étendre, au sens où, comme on l'a vu, si j'ai demandé à un moment donné à Étienne de faire une autre action, ben, en fait, ça n'a pas forcément impacté ni Maxime ni Kevin. Du coup, ça c'est cool. On n'a pas de single point of failure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... la balle, elle a toujours pu avancer à un moment donné. Bon, à un moment donné, elle a mal avancé, mais elle a toujours pu avancer. Il n'y a pas eu un seul endroit où ça a foiré. En termes de scalabilité, on aurait pu mettre 2 Maxime, 2 Kevin et 3 Étienne, ça marche aussi. Et enfin, à regarder, vous avez vu qu'en termes d'observabilité, c'est quand même assez simple à voir parce que, globalement, si on met de la visibilité dans la vraie informatique, on sait faire exactement la même chose que ce qu'on a fait là avec des humains. Le case study, du coup, c'est ce qu'on vient de faire et on a discuté là qu'à un moment donné, en fait, il y a un événement non voulu qui se produit. Donc, c'est ce qu'on a essayé de schématiser avec la balle qui, à un moment donné, n'arrive pas à un endroit. C'est l'un des événements qu'on maîtrise très difficilement avec de l'event driven. D'accord, c'est qu'à un moment donné, par exemple, on n'arrive pas à faire avancer la commande à un endroit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si pendant 2 heures, Étienne ne répond pas? Est-ce que c'est normal, etc. Là, on a pris l'exemple de la notification, mais si ça arrive sur le paiement, c'est peut-être un peu plus ennuyeux. Surtout quand on fait du click and collect en retrait 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, il faudrait faire en sorte qu'on apprenne soit à Maxime de réagir autrement quand Étienne ne répond pas, soit Étienne dire en fait je réagis moi-même autrement quand je ne reçois pas quelque chose, etc. Donc en fait c'est très compliqué à gérer les cas non désirés. Et au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, ça c'est la vraie vie, c'est qu'à tout moment le client il peut dire en fait j'en veux plus de ma commande. Je ne sais pas s'il y a des gens de Leroy Merlin là dans la salle. Moi, j'ai essayé de le faire aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire. Du coup, je crois que je vais aller faire un petit tour chez Leroy Merlin pour leur dire qu'il me faut cette feature-là. C'est que je suis exactement dans ce cas-là. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai commandé une porte, elle n'est pas à la bonne taille. Elle arrive après-demain, mais j'en veux plus de ma porte et je peux pas annuler parce qu'ils n'ont pas d'orchestrateur. Et ça, on va voir pourquoi. Et voilà, encore une fois, en plus, cette étape d'annulation, dans le meilleur des mondes, elle arrive à l'étape où ça arrange l'informatique, c'est-à-dire jamais.
dans la vraie vie, elle arrive tout le temps. C'est le client, il a cliqué, il se rend compte qu'il a commandé 4 articles parce que en fait, il y avait son gamin qui a cliqué et qui ne voulait pas. Ou alors, bah, comme moi, qui a pris la mauvaise taille de porte et qui s'en rend compte beaucoup trop tard. Donc ça, c'est un peu tous les inconvénients qu'on peut avoir avec de l'event driven. On n'a pas de gestion de transaction, c'est un peu tout ce que je viens de dire, c'est comment on fait pour que le copain d'avant annule son action qui ne devait pas avoir lieu, etc. Enfin, comment je fais pour gérer une transaction cross microservice. Typiquement, l'exemple le plus simple, c'est quand on annule, comment on fait pour faire annuler le paiement. Si c'est pas dans une même transaction, il faut faire en sorte qu'il y en ait un à un moment donné qui sache dire au mode de paiement, il faut que je rembourse. Parce que sinon, c'est le support, soit c'est le copain en magasin qui se prend les tirs du client, soit c'est le support téléphonique. Donc, globalement, il faut réussir à avoir cette action-là. La gestion des erreurs et du retry sont très compliquées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la gestion de retry et d'erreurs sur Kafka. Alors au mieux, vous l'avez fait avec un environnement genre Spring Boot, etc., qui de plus en plus vous accompagne dans ça. Au pire, vous avez fait du Kafka Vanilla, et là, vous rigolez, parce qu'il faut tout gérer. Il n'y a pas de priorité, donc ça veut dire que par exemple on ne peut pas faire un flux, une autoroute sur le côté, etc., à dire tu vas très vite. Je dis qu'on ne peut pas, c'est pas vrai, si on veut le faire, mais en fait il faut créer l'autoroute, ça coûte très cher. C'est assez compliqué à monitorer tout cet environnement avec tous ces microservices, parce qu'il faut monitorer microservice par microservice globalement. L'exemple typique, c'est savoir où est la commande à quel instant. Voilà, penchez-vous sur le sujet dans un environnement typiquement Kafka, hein. J'adore Kafka, je n'ai pas de souci avec Kafka, au contraire. Mais dans un environnement event-driven, c'est hyper compliqué à monitorer, de savoir où est-ce que ça en est, etc. Et du coup, on paye des fortunes des outils de monitoring. Et bon, globalement, il n'y a pas de process documentation, il n'y a pas de documentation du process, sauf quand il y a eu un chef de projet au début qui avait que ça à faire. Et qui du coup a rédigé un cahier des charges qui, au bout de 2 semaines, est déjà obsolète parce qu'en fait on a changé 3/4 des microservices parce qu'on se rendait compte qu'il y a plein de cas qu'on ne gérait pas. Ça, c'est la vraie vie. Du coup, j'ai besoin de 4 personnes, au mieux les 3 mêmes et une de plus, comme ça c'est encore plus simple. Allez, cool. J'ai toujours ma balle, ça c'est cool. Alors on va garder les mêmes rôles. Hop, juste ton prénom. Farid, c'est ça? Oui. On va garder les mêmes rôles. Vous pouvez désordonner, moi ça va rien changer à ma vie. Juste là, je vais changer. C'est moi qui vais me charger à chaque fois de passer la balle. Du coup, quand je vous donne la balle, globalement, vous me la redonnez. C'est aussi simple que ça. Ok? Et toi, Farid, au final, tu vas prendre ma place de tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es le premier, pour le coup, qui en fait crée la commande. Donc voilà, on commence. C'est ça. Donc là, la commande, elle est créée, je l'ai. Maintenant, je vais décider qu'on va aller faire le paiement. C'était ça, hein. Hop. Il y a une action de paiement, ça se produit. Le paiement est d'accord pour me redonner la balle, c'est cool, très bien. Et bon, non, en fait, on arrête, parce que là, j'ai eu un petit message qui m'a dit il faut tout annuler, on arrête là. Voilà. Maxime, est-ce que ça t'a plus perturbé que ça? Un peu déçu peut-être, au pire, mais globalement, ça va. Voilà. Merci. Désolé, je l'ai fait en express, j'enlève quelques steps, mais sinon après, je vais prendre trop de temps. Du coup, là, qu'est-ce que je vous ai introduit simplement? Je vous ai introduit qu'en fait, je suis passé globalement chef d'orchestre, c'est-à-dire que tout passe par moi. Tant que je ne donne pas l'ordre de faire quelque chose, les services entre eux ne discutent pas. D'accord? Donc, on a enlevé ce pattern de connaissance entre les services. Et en plus, vous avez vu que facilement, on a réussi à modifier quand même, parce que Farid a pu prendre la place en disant « Ok, moi je sais créer une commande, je viens et je communique avec toi. » Donc, c'est quand même plutôt efficace. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est que là en fait on est passé dans ce qu'on appelle le design pattern d'orchestration, d'accord? Donc le design pattern de SAGA, S-A-G-A. Donc là on a eu le service de création de commande qui a notifié l'orchestrateur comme quoi il y a une commande qui a été créée. Okay. À partir de là, l'orchestrateur il dit moi ma prochaine étape qui a été décidée, enfin qui a été designée après, ça a été de faire du paiement. J'attends un retour. Idéalement il y a quand même un retour à un moment donné, une réponse c'est bon. J'ai reçu et tu peux passer à la suite. Ensuite, nous, on a décidé là de le faire en accéléré, mais j'aurais pu très bien continuer à dire, là, derrière, je passe au service de shipment, puis au service de notification. J'ai exactement simulé ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait comme si on m'a donné moi l'ordre de dire, là, t'arrêtes tout,
en fait, il n'y a plus besoin d'aller plus loin parce qu'on sait qu'on va rembourser le client. Donc ça sert à rien de dire à Maxime et Étienne de travailler, alors que derrière, je vais leur dire annule ce que tu as fait et bonne chance pour annuler un email qui a été envoyé. Globalement, ça ne marche pas. Les avantages de ce design pattern là, c'est qu'on a un monitoring hyper facile parce que le seul à qui on doit aller demander l'information, c'est l'orchestrateur. Globalement, si vous voulez savoir où était la balle de tennis, vous me demandez, je sais. D'accord. Enfin, s'il y avait 200 personnes, à un moment donné, j'oublie, mais je peux l'écrire dans une base de données. D'accord. C'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Les services gardent leur logique. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes sur du Kafka avec la gestion de paiement, etc., vous pouvez migrer sur un orchestrateur. Si vous avez fait un peu d'hexagonal, ça ne va pas trop vous changer la vie parce que vous pourrez garder toujours votre logique de paiement indépendante sans que l'orchestrateur sache potentiellement que vous gériez réellement du paiement. La gestion des erreurs, des retries et des timeouts sont centralisés. C'est-à-dire que c'est moi qui peux décider à un moment donné à Maxime s'il ne répond pas, dire, bah là je réessaie d'appeler Maxime, là je réessaie. Bon bah Maxime ne répond pas, je vais faire un fallback quelque part. D'accord. Ça naturellement l'orchestrateur il peut le faire. Ou on peut très bien dire Maxime ne répond pas, j'arrête tout, c'est le bazar. Je me répète, mais les services sont toujours pas couplés. Ça veut dire que ni Farid, ni Maxime, ni Étienne, ni Kevin ne savaient que globalement l'autre existait. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. La gestion de transaction, ça veut dire qu'à tout moment, je peux dire tiens, toi tu annules et tu fais une action d'annulation. Parce que je sais que j'ai besoin de te le demander. Ou je peux très bien dire tant que je ne te confirme pas l'état final, tu n'enregistres pas ton statut. Un peu comme un commit en base de données dans une transaction en base de données. Une analyse facilitée du process, ça je pourrais vous montrer, enfin je vous montre après, et moins de code. Alors ça je le mets vraiment tout en bas parce que je suis pas un défenseur du no-code, loin de là, mais factuellement, on développe plus tout ce qui est if, else, else. Globalement, vous verrez pourquoi. Et c'est pas là qu'on va chercher de la logique de développeur. Hein. Un développeur qui est là pour développer if status code égale then, if status code égale then, else. Enfin, ça sert à rien, même les switch cases, etc. Les switch cases business, c'est pas aux développeurs de les faire, à mon sens. Et du coup, c'est pour ça que je suis en orange aujourd'hui. On va parler de Camunda sur ça. Camunda, donc c'est un orchestrateur. Hop, on avance. Voilà. Globalement, Camunda, c'est un orchestrateur qui est globalement, ça fait plusieurs fois que je dis globalement, mais qui est développé en Java, Spring Boot, etc. Donc si vous voulez aller voir du code, que vous êtes dans l'environnement Java, c'est hyper facile à lire. Mais en vrai, vous n'avez pas besoin, sauf si vous voulez contribuer au projet. Comme ceux qui utilisent Kafka, je ne suis pas sûr que vous ayez tous déjà contribué à Kafka. Et mis 35 minutes à compiler le Kotlin. Camunda, nous, on va se focaliser sur quelques produits, mais en fait, dans tout cet environnement d'orchestration, il y a plusieurs produits à l'intérieur. Il y a le produit pour le design, donc pour modéliser l'avancement de la commande. D'accord, c'est un produit qui sert à ça. Il y a la partie automatisation, où là, du coup, dedans, on va avoir ce qu'on appelle le Workflow Engine. Mot pour mot en français, ça veut dire moteur de workflow, en fait, je ne sais jamais le traduire, mais ça veut dire moteur de workflow. Donc c'est globalement vraiment la logique de l'orchestrateur. Decision Engine, je vous laisserai aller voir par vous-même, j'aurai vraiment pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais globalement ça permet de faire des décisions matricielles, mathématiques, etc. De la gestion de tâches et Operate, ça c'est pour la partie support, je vais vous montrer cette partie-là. Et Optimize, je vous montrerai juste l'écran, pareil je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet de savoir combien de fois on est passé dans un chemin, etc. business, quel est le chemin le plus utilisé. Donc ça vous permet également d'aller voir si la feature de votre PO elle est jamais utilisée, ça c'est hyper pratique. La feature qui vous a pris 3 mois, qui est utilisée 1% du temps, et encore, je suis gentil. Donc le workflow qu'on avait tout à l'heure, pour que Camunda le comprenne, il utilise une norme qui s'appelle BPMN, Business Process Management, le N je l'oublie tout le temps. En gros, ça permet simplement de dire, d'avoir une description par fichier informatique, de dire à l'orchestrateur, là tu as une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, et là tu termines.
Ça sert simplement à ça. C'est du joli cliquer-déposer. C'est pour ça que quand même il y a du no-code, parce que cette partie-là, on ne code pas qu'on fait un carré de telle taille, etc. C'est factuel. Et clairement, si on veut transcrire ça dans une application vanilla en mode je fais mes classes Java, etc., ça veut dire je développe une première classe, enfin service payment qui est capable de catcher un event, enfin tout ça on est obligé de le développer. Là factuellement, cette partie, à mon sens, pas super utile, on la développe pas. Il n'y a pas plus factuel que ça. Comment ça fonctionne dans l'écosystème? C'est sur une tâche, on est capable de faire ça vraiment en full microservice. C'est que l'orchestrateur, il a la connaissance, c'est le seul à avoir la connaissance qu'à un moment donné, il y a une tâche à exécuter. Il n'y a que lui qui le sait. Et il est capable de dispatcher son travail à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? J'étais pas seule et unique personne à avoir la balle de tennis. J'ai été aidé par les 4 personnes dans la salle. D'accord? Ça, c'est ni plus ni moins que ce principe-là. Sauf qu'on le fait dans un système informatique. Parce que souvent on me pose la question, bah, c'est que en fait un worker, lui derrière, il peut faire une logique encore derrière, contacter un service tiers. C'est son problème, c'est pas le mien, il fait ce qu'il a envie. Donc ça veut dire que Kevin, sur la gestion de paiement, s'il avait envie de communiquer avec une startup de paiement type Stripe, etc., enfin, je ne sais pas si c'est encore startup, s'il a envie de le faire, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Moi, tant qu'à un moment donné, il me fait un retour, ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis pas lié à Kevin. Et en plus de ça, si j'ai envie de changer Kevin, eh ben, je peux changer Kevin assez facilement. Mais je t'aime bien, Kevin. Et ça, c'est comment on schématise le fait que j'ai simulé, là, comme quoi j'avais eu une notification qu'il fallait que j'arrête tout. Ça se schématise aussi simplement que ça, c'est qu'à un moment donné, on va avoir un process en parallèle qui est autorisé à se produire, et qu'on va recevoir un message, un ordre de fin, et on va dire, ok, maintenant t'arrêtes tout. Ça se modélise autant que ça. Et là, cette partie-là, en vrai, la seule interaction qu'on va développer, mais vraiment au sens informatique, c'est dire j'envoie un message. Tout le reste, c'est Camunda qui est déjà auto-développé pour le faire. Donc il n'y a pas besoin de dire là, il faut que tu ailles arrêter le process parent, etc. Non, Camunda, il est développé pour ça, c'est leur cœur de métier. Il va faire en sorte que tout s'arrête derrière. Et de manière propre. C'est pas juste j'éteins la VM parce que. Enfin, le conteneur parce que c'est la crise. Donc, si on fait une démo rapidement, je sais pas combien de temps, je vais pas regarder à quelle heure j'ai commencé pour savoir combien de temps je peux prendre sur ma démo. J'ai déjà dépassé. 10 minutes total. Ok. Ouais, histoire que les gens ils partent pas en me disant mais c'est quoi en fait Camunda. Ok. Ah super, il fait nuit, du coup je suis en dark. C'est pas grave, cette partie-là, elle sert pas. Et là, on va repartir sur une partie blanche. Cool. Du coup, vous voyez, j'ai pas menti, hein, j'ai pas fait un dessin avec un autre truc. Là, on est dans Camunda Modeler. Donc, pour vous prouver que c'est vraiment un truc qui modélise, c'est que je peux bouger. Si je suis pas sur une photo, quand même. Je peux bouger, je peux configurer, je peux ajouter des étapes, etc. Donc ça, c'est la partie modéleur, ce qui nous permet de designer notre modèle, etc. Dans la vraie vie, j'ai réussi à faire en sorte que c'est mon PO qui fasse ça. Du coup, moi, je fais vraiment que du dev quand j'ai le temps de développer. Donc ça, c'est le business qui décide, c'est pas l'informatique. Après, à force, je sais comment ça fonctionne une commande, forcément. Mais c'est pas moi qui ai décidé c'est quoi les étapes intermédiaires d'une commande. Vous verrez après, je vous montre un vrai workflow. C'est clairement pas mon métier. Du coup, là, on est sur Camunda 8, j'en parlerai tout à l'heure, mais on est vraiment sur la dernière version de Camunda, qui est en Camunda Cloud. J'ai gentiment une licence gratuite parce que j'ai un t-shirt, j'ai un pull orange. Du coup, on a toujours les mêmes étapes, et là, juste le R, c'est pour simuler qu'on fait un appel REST. C'est leur logo pour dire cette action-là, ça va être un appel REST. Donc même ça, j'ai pas eu besoin de le développer. Il y a déjà le connecteur qui fait appel REST. Si vous voulez même vous authentifier en mode JWT, etc., c'est un environnement Spring Boot, ils arrivent à le faire très facilement, et en cachant les secrets, ce qu'ils ne savaient pas faire avant sur la version 7. Là, c'est quand même un peu mieux. Du coup, ce qui va se passer, simplement, si on fait la simulation, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que moi, ma balle de tennis, a été jaune, elle n'était pas rose, ou violet, je ne sais pas trop quelle couleur c'est. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Simplement, hop,
je retrouve. Là, aujourd'hui, j'ai juste moqué quand c'est l'étape de notification, elle appelle un slash notify. Quand c'est l'étape de payment, elle appelle un slash payment. Et quand c'est l'étape de shipment, elle appelle un truc de shipment. C'est juste pour que le workflow puisse avancer. Parce que j'avais peur d'être bloqué sur le 443, ce qui à mon avis est le cas. Du coup, je peux pas faire un vrai service qui répond. Parce que je peux pas changer le port hein, sur ma version de test. Ok, du coup, en fait, on a simplement cette étape-là. Et pour remontrer un peu les avantages qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on peut dire... Alors là, c'est pareil. C'est vraiment... on va pas faire le use case de je reçois un événement parce que je dois appeler en 443 et je n'arriverai pas à appeler là en 443. Mais on va simuler qu'il se passe quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre un if. Voilà, ça c'est un if. Et si j'ai un if quelque chose là, simplement on va considérer qu'on arrête totalement ce qui se passe. Donc ça s'appelle un terminate end event. On va dire que c'est en fait ici le fonctionnement par défaut. Pardon, c'est moi qui m'explique, hein, c'est pas que je connais pas mon truc. Voilà. Et ici, on peut considérer la condition, qui là pour le coup je me souviens plus, je vais aller prendre mon aide. Donc vous imaginez que j'ai bien modélisé, et hop, je suis arrivé à ma conclusion, qu'en plus je m'étais trompé d'étape. Mais j'ai été configurer ma condition, qui dit que je vais ici que si j'ai status OK. Du coup, on va le faire. Hop. Donc là, j'ai démarré une instance, j'ai eu un instance started, ce qui fait que là, je peux aller dans l'autre outil qui s'appelle operate, ce qui nous permet... Ça, par contre, je leur ferai un retour, parce que le truc en noir, hein, j'avais jamais eu le coup. Ici, je peux aller sur du coup operate et voir en fait les instances que j'ai en cours. Donc, qui est 19h44. Bingo, c'est bien celle-là. Là, j'ai une instance qui est en cours et qui a fait apparemment l'étape de paiement, l'étape de shipment, parce qu'en fait, on a eu un status OK. Alors, je sais pas si on... Ah non, en fait, on voit bien. Le bleu, ça veut dire qu'on est passé par là, en fait. Et le vert, c'est où est-ce que la balle allait tout à l'heure. Okay, donc là, en fait, le vert, elle est en attente que le service de notification fasse quelque chose. Volontairement, je l'ai changé pour pas que ça se fasse en mode automatique avec mon mock HTTP. Mais j'ai bien eu une réponse HTTP de payment, de shipment. Croyez-moi, juste, je vais perdre une minute à vous le prouver, mais c'est vrai que j'ai vraiment un mock sur une API qui a répondu OK. D'ailleurs, on voit la réponse ici, et vous voyez que j'aurais pas pu rapidement répondre avec toutes ces valeurs-là du ID, etc. OK. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, en fait, on peut prendre la main. C'est que de la démo. Dans la vraie vie, je n'utilise jamais de task list, puisque c'est pas pour les devs. Du coup, là, on va simplement dire, OK, en fait, il se passe quelque chose. On va dire, on complète la task. On voit quand même le bouton, même s'il y a la caméra. Super. Voilà, on a complété la tâche. Normalement, ici, du coup, ça va faire que si on refresh, on va avoir terminé. Ou alors, c'était pas celle-là. Si, voilà. Du coup, là, on a terminé. Vous voyez, elle dit, on est arrivé globalement à la fin. Ça va, facile, hein. En fait, sur cette partie-là, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on est sur des exemples hyper basiques, REST et tâches. Dans la vraie vie, on appelle des workers qui font du travail hyper complexe, soit de sauvegarde en base de données, soit de computing, d'équilibrage de commandes, etc. Enfin, il y a des vrais services qui sont capables de s'abonner exactement de la même manière au delta de la connexion 443 actuellement. Hop. Pardon. Et voilà, ça c'est un vrai truc qu'on est capable de faire dans la vraie vie. Je vous laisse calculer la complexité des if, else, etc. Mais en fait, ça c'est une vraie gestion de commande, comment c'est en train de se processer chez Decat pour des soucis d'accès de prod, etc. Je ne vais pas vous montrer la vraie prod. Mais voilà, on est capable, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, je ne vais pas détailler toutes les gateways, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, encore une fois, sans une ligne de code. Et ça peut être chiant, mais je ne suis vraiment pas no-code. Enfin, je ne suis pas un pro no-code, hein, mais factuellement, ça aide. Au sens où, dans une commande, vous pouvez avoir plusieurs livraisons, voire plusieurs cartons à un moment donné. Ça, en fait, c'est exactement ce qu'on vient faire ici. Ce qui est important, c'est les trois petits traits là. C'est-à-dire qu'on vient découper dans un modèle JSON par tableau. Par chaque élément de tableau, on vient exécuter ce process-là. Ça veut dire que
quand on arrivait à la fin au niveau du carton, enfin au niveau de la livraison, ça veut dire que on sait le faire dans une commande qui a 10, 20, 30 cartons, enfin 30 livraisons. On est capable de faire ce suivi-là et du coup de gérer à la livraison et pas juste dans la commande réussir à faire un remapping global, etc. Mais ça, c'est de la vraie vie. Et encore, j'aurais dû le mettre à jour, mais maintenant, on est même capable de faire un split de cartons. C'est-à-dire qu'en entrepôt, vous avez commandé 4 paires de chaussettes ou 4 vélos, histoire de faire un peu plus de chiffre d'affaires. Vous avez commandé 4 vélos, on en a que 3. On en a que 3 actuellement et un qui arrive la semaine prochaine. On est capable de dire, OK, la commande, on va la splitter de manière automatique, dire les 3 là, ils partent, et on recrée une nouvelle livraison. Ça, on est capable de le faire. Et que avec du BPMN. Du coup, les avantages de ça, pour terminer, après on passe aux questions. Les avantages chez l'écosystème, vous avez vu, on a facilement un outil de monitoring qui nous permet d'aller voir à la commande près ce qui se passe, etc. Ça, c'est déjà développé, c'est déjà à dispo, même en open source. Pour l'anecdote, on n'est pas encore en version Enterprise chez Decat. Donc, pour vous dire que la version open source, elle donne quand même beaucoup à faire. L'implémentation des symboles BPMN est pratiquement à 100% en V7 et bientôt en V8. Ça veut dire que tous les petits symboles, ça c'est une norme open source. Il y a besoin que quelqu'un à un moment donné dise qu'est-ce qui se passe en mode 0 et 1 une machine. Ça, ils avancent petit à petit sur ça, enfin même quand même assez vite. Il en manque dans la V8, mais dans la V7, il y a absolument tout, en tout cas qui est utile. Les performances de Camunda 8, elles sont ultra high level parce qu'il n'y a pas de base de données en SPOF, contrairement à la version 7 où tout ce qui est historique, etc., c'est stocké dans la base de données. Et oubliez le NoSQL pour gérer de la transaction, ils n'ont pas réussi. Il y a Zalando qui a essayé de le faire sur Cassandra pendant 2 ans, ils ont arrêté. Mais après, si vous voulez essayer, pourquoi pas. L'operating est facile, hein. Enfin, vous avez vu, c'est globalement du clic-bouton, je navigue, je vois où est-ce que c'est passé, enfin, c'est hyper simple, je suis pas obligé d'aller en console, regarder ce qui s'est passé, etc. Et d'ailleurs, si ça a planté, vous avez toute la stack trace de la console aussi, pour les développeurs, pour qu'ils puissent corriger et qu'il n'y ait plus de bugs après. Et la communauté est assez importante, moi j'en fais partie, il y a une communauté open source qui est assez forte, ce qui fait que généralement quand on a une question, on a une réponse. Et c'est le cœur de métier aussi à Camunda, c'est vous vendre de la question-réponse, pour le coup. C'est pas trop vendre l'outil en tant que tel, c'est vendre de la question-réponse. Ce qui peut porter à débat. Les inconvénients, je l'ai dit, c'est le single point of failure quand on est en V7. Si la base de données n'est pas bien câblée pour faire plusieurs centaines de milliers de lignes, vous allez vous retrouver avec des requêtes quand vous allez faire l'historique. C'est la mort. Donc si vous allez sur la V7, commencez par désactiver l'historique et après regardez pour l'activer, parce que sinon c'est l'horreur. C'est pas hyper simple à introduire, comme vous pouvez le voir. C'est quand même un sujet technique quand on veut passer la première marche. Elle est quand même assez haute au départ, parce qu'il faut intégrer les problématiques d'orchestration, de design pattern saga, etc. Qu'est-ce que c'est un worker? Pourquoi on peut mettre des workers dans la même JVM ou pas? Enfin, il y a quand même pas mal de trucs, mais ça vaut le coup de passer 2 semaines à se former sur ça. Et l'un des inconvénients, c'est que actuellement, si on veut de la scalabilité sur de la V7, ce qui n'est plus vrai sur de la V8 parce qu'ils ont un système de broker un peu à la Kafka, sur de la V7, la scalabilité, en gros, c'est tu dispatches. Donc, c'est-à-dire, nous, dans notre écosystème, on fait une infra pour la France, une infra pour la Belgique, etc. Après, on essaie d'être un peu intelligent, c'est que les petits pays, on fait pas beaucoup de commandes, on les met quand même ensemble. Mais un pays comme la France, on n'est pas capable de le mettre avec la Belgique, par exemple. Ça fait beaucoup trop de commandes. Sinon, on va se retrouver avec une base de données qu'on va payer 30 000 euros par mois. Et je terminerai sur ça. Si on veut aller plus loin, encore une fois, c'est pas orchestration contre event driven, c'est comment on fait de l'orchestration avec de l'event driven en parallèle. Si on reprend l'exemple de la notification tout à l'heure, nous, un design pattern qu'on a fait, c'est que tout ce qui n'est pas bloquant dans une commande, au sens business, c'est de l'événementiel. Donc, par exemple, si on n'envoie pas le mail en fin de commande, franchement, limite, tant mieux pour le client, il va être moins spammé. Par contre, pour l'étape de paiement, là c'est primordial et c'est une étape clé dans l'avancement de la commande, c'est dans l'orchestrateur. Nous, c'est un design pattern qu'on a mis en place de cette manière-là. Et après, on a toute une architecture où on fait de l'événementiel quand même à chaque fois sur la commande, on sait où est-ce qu'elle est en parallèle dans un Kafka.
mais c'est pas le Kafka qui décide de c'est quoi la prochaine étape. Et je pense que c'était... Voilà, je terminerai sur ça, je vais pas l'expliquer, mais au moins vous l'aurez en vidéo si un jour vous voulez explorer. C'est notre architecture finale à l'état actuel sur du Camunda 7. J'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai pas endormi, surtout pour Mathieu. Et je sais pas si vous avez des questions du coup. J'ai donc endormi tout le monde. Ouais. Non, non, bah, je répète la question du coup peut-être pour le web. J'essaie de... Enfin comme ça je verrai si j'ai bien compris la question. La question c'est est-ce que c'est possible de faire transiter de la donnée entre process pour donner des informations à différents process? C'est ça. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. Même si tu as, par exemple, l'équipe de notification, enfin je vais arrêter avec notification parce que c'est pas vrai. L'équipe de paiement, elle a son propre Camunda, etc. Par exemple, c'est un premier pattern. Bah, tu peux développer un service entre deux qui va faire, bah, moi je sais forward à une autre instance de Camunda. Et si tu es dans le même Camunda, tu as simplement des systèmes en interne qui disent, bah, tiens, en fait là tu me démarres soit un sous-process, soit un process carrément en parallèle défini par quelqu'un d'autre. Enfin, les deux sont totalement possibles. L'une des grosses forces, c'est que c'est zéro boîte noire. Et ça j'aime bien le dire, c'est que souvent quand on trouve des gros projets open source, etc., c'est quand même une boîte noire à l'intérieur. Là, en vrai, non. La donnée, il n'y a aucune feature qui est bloquée. Donc, si tu as envie, à un moment donné, de faire une transition entre process, etc., bon, là, en l'occurrence, ça existe, mais si la fonction n'existe pas, tu pourrais la développer avec un worker entre deux et tu aurais le système qui existe. Ouais. Ouais. Dans le cas où, par exemple, tu as prod qui tombe et du coup, tu as beaucoup d'alertes, etc. Donc, je pense que dans le Camunda, tu dois avoir un système d'alerting, etc. Ouais. Est-ce que tu peux plugger avec d'autres outils comme Patcher d'outils pour lancer des choses, etc. Ouais, ouais. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut plugger d'autres outils pour récupérer de l'information de Camunda, globalement. Ouais, c'est par exemple là dans la V8, ils ont enfin ils partent sur ça, ils partent sur un système orchestrateur en mode marketplace. C'est-à-dire que même demain, un pageur d'outils, ils sont pas encore intégrés dans Camunda, ils peuvent développer leur propre connecteur pour que par défaut tu l'aies. Et enfin là déjà il existe par exemple un producteur Kafka, etc. Producteur REST, je pense que enfin un pageur d'outils, normalement tu peux faire un appel HTTP REST pour dire bah tiens tu déclenches un incident par exemple. Bah, du coup, tu peux le faire en fait. De base, si tu veux le faire en REST un peu à la main, voilà. Après, tu peux développer un template qui dise par défaut, je mets ces valeurs-là, et je variabilise quelques petits trucs en plus. Mais ouais, encore une fois, la donnée, lui, il est là que pour orchestrer, il est pas du tout là pour bloquer les infos, que ce soit monitoring ou autre. Ouais. Ouais, alors moi j'ai une petite question. J'ai beaucoup travaillé avec Camunda, donc je connais un petit peu les workflows. Cool. Ma question c'est comment vous avez fait vous chez Decathlon pour gérer les variables de contexte. Ce que j'appelle les variables de contexte, c'est les variables DBTMN qui circulent. Comment vous avez fait pour garder un contexte clean? Ok. Du coup, comment on a fait pour que la partie data, que j'appelle moi repository, mais du coup contextuelle, effectivement. Donc en fait, notre balle de tennis, si je comprends bien. Notre balle de tennis, comment on a fait pour la stocker? Nous, on a, bah là, c'est ce qu'on a. On a notre repository à côté, en API. Et en fait, on a des étapes intermédiaires, on a différents types de workers, ce qui est marqué en bas. On a des workers qui sont focalisés sur la partie données, donc en fait récupérer du contexte, et qui, quand on sait qu'on doit faire du refresh de contexte, on passe par ce worker-là et on récupère le contexte à jour. Du coup, on a aussi plein de petites boucles de retry parce on a un système de révision dans notre contexte. Si on se rend compte qu'à un moment donné, on essaye de sauvegarder avec une révision différente, automatiquement, ça repart avant, ça refresh le contexte et ça réapplique la tâche. Okay. Ça répond à ta question? Ouais. Mais ouais, je pense que j'avais perdu mes derniers cheveux avec cette problématique-là. Ouais, il a fallu se mettre d'accord sur un langage commun ou il y a une adaptation quand je dis langage commun, c'est en termes de messages envoyés entre les différents
différents destinataires. Est-ce Ouais. qu'il y a une notion de format pivot, de mapping quelque part? Non, Camunda, lui, il parle qu'un seul format avec son système de worker, ses exécutants en fait. Forcément, c'est une API, dire exécute une tâche, retourne-moi une réponse, c'est que ça. Là, sur la V8, ils sont partis. Enfin, je vais détailler à force le format. Sur la V8, c'est que du JSON qui transite, sans schema registry, etc. Comme les problématiques qu'on peut avoir dans Kafka sur ça. Et en fait, encore une fois, ça va être nous ce qu'on a appelé les external workers, qui sont là pour en fait faire des appels à des services externes à notre environnement de commande, le service de paiement, le service de livraison, etc. Là, du coup, c'est du mapping dédié à ces services-là. Donc, si on prend un exemple de, par exemple, envoyer un message instantané, on pourrait avoir un external worker qui s'occupe de faire un mapping vers du Google Chat, un autre qui connaît le mapping vers du Slack, et un autre qui connaît un mapping SMS, par exemple. Mais Camunda, lui, il a juste donné son ordre de tiens, j'ai de la donnée en JSON, dedans tu as le contenu, et après c'est le worker qui fait du coup le mapping pour transcrire ce qu'il a envie de faire en fait. Mais Camunda, il sait même pas que c'est une commande qui transite chez lui, hein, c'est du JSON. J'arrête là, sinon je vais me faire enlever. Après, tout à l'heure, je reste ce soir. Merci. Du coup, merci Anthony pour ton talk. Je vais essayer de faire aussi bien que toi. Un petit peu stressé, je vous l'avoue, donc je vais essayer de me... du coup, voilà, ce qu'on va voir ensemble durant tout ce talk, durant les 30 prochaines minutes, c'est un petit peu GitOps, Flux V2, ce qui nous a amené à utiliser cet outil dans un premier temps. Du coup, moi, je vais rapidement me présenter. Moi, c'est Mathieu, j'ai 22, bientôt 23 ans. Je suis à Supinfo en Master 2 et ça fait 3 ans que je suis alternant à Norcis. Voilà, j'ai fait plusieurs clients et à l'heure actuelle, je suis à Decathlon, comme Anthony. Et je suis DevOps en tout cas sur tout ce qui est la partie e-commerce. Du coup, pour un petit peu structurer toute cette, pour structurer toute cette présentation, on va partir d'une problématique qui est omniprésente dans les entreprises et dans les équipes à l'heure actuelle. C'est comment accélérer et simplifier nos déploiements. Donc en fait, cette problématique, elle est sortie de plusieurs contraintes, de plusieurs freins que j'ai pu entendre un petit peu partout. Donc voilà, comment on déploie. Je ne comprends pas les procédures de déploiement. J'ai fait une boulette en prod. Comment je peux corriger rapidement ce genre de choses. Au final, c'est très chronophage. C'est très chronophage. On perd de l'efficacité, de la motivation au sein des équipes. Donc on va essayer de voir avec cette solution et cette philosophie comment on peut en tout cas soit supprimer ou soit atténuer l'ensemble de ces choses. Du coup, cette présentation en 4 points. Dans un premier temps, GitOps. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que GitOps, les grands points, la philosophie. On verra dans un deuxième temps Flux V2, donc ce qui est une implémentation de cette philosophie. Donc tout ce qui est composantes, définition, mécanique interne. On continuera sur un peu de pratique, si j'ai le temps. Tout ce qui est cas concret, donc voilà des solutions réelles qu'on peut implémenter et une démonstration en live. Et on finira tout simplement sur les feedbacks, donc mes feedbacks perso, pardon. Tout ce qui sera au point d'intention et retour d'expérience de ce que j'ai pu faire par moi-même ou en tout cas expérimenter à Decathlon. Du coup, voilà, petit prérequis avant de commencer, même si c'est de plus en plus utilisé et démocratisé, ça va nous servir tout au long de cette présentation. Donc voilà, Kubernetes, pour présenter un petit peu rapidement ce que c'est un orchestrateur open source qui va nous permettre de gérer nos déploiements, en tout cas l'automatisation de nos déploiements et également la mise à l'échelle de tout ce qui est applicatif. Donc rapidement, je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout, rapidement, il y a 4 ressources importantes à savoir. C'est les pods. Donc les pods, tout simplement, c'est un groupe de conteneurs, un groupe applicatif dans lequel on va mettre nos API, nos fronts, etc. Ensuite, on a la partie déploiement. Donc en fait, la partie déploiement, c'est une couche un petit peu au-dessus, un petit peu abstraite, qui va nous permettre justement de configurer cette scalabilité et de monter des volumes ou autres, pour ceux qui connaissent. Ensuite, troisième point, c'est les services. Donc les services, c'est tout simplement une couche abstraite qui va permettre d'aller rediriger en tout cas les demandes clients sur les différents pods qui sont disponibles et qui tournent. Et dernier point, c'est l'ingress. Donc l'ingress, pour essayer de donner un peu un comparatif, on peut comparer ça à un facteur. On a une demande en entrée
et en fonction de la demande et du besoin, on va rediriger vers le service qui correspond. Tout simplement. Hop. Du coup, maintenant qu'on a vu les prérequis, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. GitOps, c'est quoi? Tout simplement. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que n'est pas GitOps? Parce que j'entends beaucoup de choses sur ça, beaucoup d'amalgames, etc. Dans un premier temps, GitOps, ce n'est pas la CI/CD. Voilà, la CI/CD, pour petit rappel, donc pour Continuous Integration et Continuous Delivery, c'est un ensemble de scripts qu'à l'époque on faisait et qu'on exécutait de manière manuelle, alors que maintenant, tout est automatisé. Que ce soit l'exécution ou l'ordonnancement, tout est automatisé. Donc pour tout ce qui est CI, ça sera plus script de test, script de qualité, de sécurité. Et pour la CD, en tout cas, on est plus sur du déploiement d'images ou en tout cas tout ce qui est livraison et delivery. Du coup, à retenir sur cette slide, c'est voilà, GitOps, c'est pas la CI/CD. Tu vois, maintenant, on va découvrir quand même ce qu'est GitOps. Je pense que c'est le plus important, c'est pourquoi vous êtes là. Donc, une petite définition tirée de Red Hat qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Donc, tout simplement, le GitOps, ça désigne un ensemble de pratiques, d'outils de gestion de l'infrastructure et des configurations d'applications qui reposent sur l'utilisation de Git. Donc là, je pense que personne n'a capté ou suivi, il y a beaucoup trop de mots. Donc on va essayer de résumer ça rapidement. Le GitOps, au final, c'est quoi? C'est une philosophie, effectivement, qui veut centraliser la gestion d'une infrastructure distante via un dépôt. Un dépôt où on va stocker des fichiers qui vont tout simplement décrire les différentes ressources qu'on va y mettre. Cette philosophie nous apporte 4 grands avantages. Dans un premier temps, c'est la source de vérité. Alors moi, j'aime le cloud, tout ça, mais tout ce qui est infrastructure, si c'est pour aller sur l'infra distante, sur les serveurs, découvrir ce qui se passe, c'est pas trop mon amusement. Là, tout est centralisé. Je peux rapidement savoir ce qui se passe, la mécanique et les différentes ressources qui y sont déployées. Deuxième point, c'est de l'infra as code. Pareil, je reviens sur l'infra. De base, on est dev. Ça nous permet de mettre le pas plus facilement avec des fichiers dont le format est assez connu et qui ressemblent notamment à du Terraform. Et très rapidement, avec peu de connaissances, entre guillemets, pour des choses simples, on va arriver à un résultat très concret et très rapide. Troisième point, verrouillage du serveur, puisque la finalité de cette philosophie GitOps, c'est de se dire, OK, le serveur, je ne touche plus. Je ne mets plus de coups de tournevis à la main. Il y aura des process à suivre. On les verra dans la suite. Mais il y a des process à suivre. Je ne veux pas, s'il y a un patch à faire, que quelqu'un le fasse et dans 2 mois, dans 2 semaines, il n'est peut-être plus là, il n'a peut-être pas communiqué sur ce qu'il a fait et ça va être, entre guillemets, pour la maintenance applicative, assez chiant à revoir. Et dernier point, comme on fait de l'historisation avec la source de vérité, ça nous permet de faire du versionning. Donc voilà, tout ce qui est déployé est versionné. Et en plus de ça, comme c'est versionné, on peut faire du rollback. Si un 24 décembre, on est sur une mise en production et que ça plante, au bout de 3 minutes, on peut aller avec la famille remanger sans souci. Tout repart comme c'était prévu et tout est stable. Du coup, voilà un petit peu pour le GitOps. Le GitOps, à savoir, il y a 2 stratégies. Voilà. Il y a 2 stratégies. La stratégie push, que je vous conseille de regarder, je n'aurai pas le temps de l'expliquer ce soir. Et nous, on va plutôt s'attaquer à la stratégie pull. C'est celle qui est faite avec FluV2. Donc la stratégie pull, tout simplement, elle est utilisée par FluV2 et par Argo CD. Donc en fait, Argo CD, c'est un petit peu la même chose. Alors je ne suis pas connaisseur, mais globalement, la différence, c'est qu'on a une interface graphique avec Argo CD, ce que ne fait pas FluV2. Du coup, voilà, ici, pour comment ça marche, on a un développeur qui pousse son code, qui représente toujours l'infrastructure, sur un dépôt, donc en l'occurrence, ici, ça va être Git. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un opérateur qui est placé au sein du cluster Kubernetes. Cet opérateur, du coup, va être Flux, en l'occurrence ici. Et cet opérateur, sur un intervalle de temps donné, donc toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, va venir rechercher les fichiers et va se dire, OK, quelles ont été les modifications, les ajouts, les suppressions qui ont pu être réalisées. S'il y en a, il prend tout, il fait sa popote, sa mécanique, qu'on verra par la suite. Et ensuite, il communique tout à l'API du cluster Kubernetes qui va s'occuper, en tout cas, de déployer toutes les ressources au sein du cluster. Ce qui est bien avec la stratégie pull, c'est que l'opérateur est intégré directement dans notre cluster. Du coup, en fait, tout ce qui est identifiant, secret, etc., ce n'est pas partagé en externe. Tout est au sein du cluster Kubernetes, contrairement notamment à la stratégie push. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu le GitOps, cette philosophie, les définitions, les grands principes, etc., on va voir son implémentation
avec flux V2. Donc pareil que tout à l'heure, hein, voilà, flux V2 c'est quoi? J'ai repris une petite définition de Whiscale, voilà, j'ai copié les copains. Au final, flux V2 c'est quoi? C'est une solution cumulative en tant que plateforme déployant au sein d'un cluster Kubernetes l'infrastructure applicative décrite dans un repository. Donc pareil, c'est un peu du charabia. On va essayer de déchiffrer ça ensemble. Donc Flux, c'est effectivement une solution en tant que plateforme. Donc en tant que plateforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents, comme on l'a vu précédemment, sont placés au sein de chaque cluster. Voilà, ils sont en interne. C'est pour ça qu'on dit en tant que plateforme. Et ensuite, le but de Flux V2, ça va être de se dire, OK, j'ai un dépôt où il y a du code et je veux réconcilier cet état. En tout cas, je veux que l'état décrit dans le dépôt soit identique avec celui du cluster distant. Donc en fait, son but, ça va être juste de synchroniser et de déployer ce qui a été décrit. Donc de toute façon, tout ça, on va le voir bien plus en détail par la suite. Du coup, maintenant qu'on a vu flux V2, enfin en tout cas rapidement la définition, avant d'attaquer son fonctionnement, on va voir ce qu'il compose. Voilà, parce que c'est hyper important de comprendre un petit peu la mécanique interne pour pouvoir débugger et savoir ce qui se fait. Du coup, au niveau des composantes, on en a deux grandes majeures. Dans un premier temps, c'est Kustomize. Le Kustomize, pour ceux, il y en a peut-être déjà qui connaissent, c'est tout simplement un outil de modification des configurations Kubernetes qui va nous permettre de faire des patchs. Alors en fait, il fait de la fusion de fichiers. Donc on a un fichier de base avec un certain nombre d'attributs, un certain nombre de propriétés, et on a des fichiers de surcharge pour dire je vais surcharger pour tel environnement, telle propriété. Donc lui, son boulot, ça va être de prendre celui-là et prendre ce fichier-là et le fusionner avec celui-ci. Il va nous sortir un output. Attention, un Kustomize ne sort que des outputs textuels. Et ensuite, ce fichier, on va pouvoir l'appliquer nous-mêmes sur les différents environnements. En tout cas, c'est pour des cas d'entreprise. On peut faire plein d'autres choses. Pour donner un deuxième cas un peu plus concret, peut-être plus visuel, sur une hiérarchie de fichiers. Donc là, on a une base avec deux ressources, la partie déploiement, la partie service, un fichier de customisation.yaml. Donc en fait, c'est le fichier de configuration sur lequel on va dire, OK, tu merges ça avec ça de telle manière. Donc ça forme la base. Et ensuite, en fonction de chaque environnement, on va lui dire, OK, tu m'appliques des patchs. Donc là, par exemple, ça sera un patch par rapport au CPU. Là, ça sera un patch par rapport au réplica. Et après, on a toujours le fichier qui, lui, va chercher les bonnes ressources au bon endroit. Du coup, voilà, globalement, après, il n'y a pas de souci, on pourra revenir à la fin sur plus d'explications. Pour avoir un petit peu un cas concret, alors je ne pense pas qu'on le verra au fond de la salle, mais ce n'est pas très grave, on s'en fout un petit peu de ce qui est écrit sur les fichiers. Du coup, Kustomize, en fait, il va merger les fichiers, les fusionner selon un ID, alors soit un ID, soit un critère de ressemblance. Enfin voilà, il lui faut un élément de fusion. Donc là, pour faire simple, on a de nouveau ce fichier-là, le fichier customisation.yaml dont on vient de parler, avec la base, et le patch qui va être appliqué. Donc là, imaginons, on a le patch staging. Donc pour ceux qui ne voient pas tout au fond, la seule différence entre ça et cette partie-là, en fait, elle est répliquée, c'est le nombre de réplicas. Donc en fait, Kustomize va juste se dire, OK, je dois changer réplica 1 par réplica 2. Et c'est essentiellement bien pour éviter d'avoir à maintenir, si on a 10 environnements, 10 fichiers complets. Là, on vient juste patcher ce qui nous concerne. Donc c'est ça qui peut vraiment être intéressant. Du coup, deuxième composante, c'est Helm. Du coup, Helm, c'est juste un gestionnaire de paquets, comme apt, comme Yum pour les connaisseurs. Il va nous permettre en fait de déployer, il va nous permettre de conditionner et déployer des applications containerisées. Grâce à ce qu'on appelle un chart. Donc en fait, un chart, c'est tout simplement un template, un fichier, qui est variabilisable. Ce fichier, on a la possibilité d'aller le chercher soit sur un repository public, voilà, où des devs ont déjà poussé des templates, etc., du style pour déployer un Postgre, pour déployer un NGX. Donc voilà, on peut modifier le port, etc., sans reprendre tout le fichier de base. Et ensuite, on a la possibilité de les créer en local et après de les déposer sur un repo privé comme Docker. C'est pour les images, mais c'est un peu le même principe. Enfin bref, dès qu'on a ce template, on va y appliquer notre configuration. Donc on verra un petit peu par la suite comment ça se passe. Et dès que la configuration est appliquée, elle va pouvoir le déployer en tout cas sur le Kubernetes, le cluster distant. Du coup, voilà, je vais rapidement passer sur ça. Ça fera peut-être plaisir aux plus techniques d'entre nous. Du coup, on a un fichier, ça c'est le template, le chart, où j'ai variabilisé quelques petits trucs. Donc le nom, le nombre de réplicas, le port, et notamment le path, bon on ne voit plus très bien que ça, mais le path pour accéder à un dossier.
Ça, habituellement, on le copie-colle, même si c'est moche, 3, 4, en fonction du nombre d'environnements qu'on a. Là, comme c'est variabilisé, ce que je vais avoir, c'est juste ça, en fonction des environnements. Donc déjà, c'est un premier passage à une meilleure maintenance et une meilleure qualité. Demain, je veux faire une modification sur tous mes environnements. J'ai juste ça à modifier. Hop. Du coup, voilà, on arrive à la fin de la présentation sur ces deux composantes. Rapidement, on a vu que Kustomize et Helm ensemble nous permettaient d'avoir une configuration flexible, et à savoir Helm versionne également les déploiements. Donc au final, tout est versionné et on a une maintenance qui est simplifiée. Donc au quotidien, c'est vraiment un grand plus. Et ensuite, petit tips de comment ça marche à l'intérieur. Donc là, on enlève Flux V2, etc. On utilise juste ces deux outils. Il y a le fichier YAML qui est ici, enfin nos fichiers YAML. L'outil Helm va venir variabiliser en fonction des configurations d'entrée qu'on lui a mises. Et derrière, et je dis bien derrière, c'est parce que Kustomize arrive dans une deuxième partie, Kustomize va venir faire des patchs et ensuite distribuer sur les différents environnements. Pourquoi je dis ça? C'est parce que d'une première apparence, on pourrait dire, ok, Helm et Kustomize font la même chose, donc pourquoi on les utilise ensemble? Parce qu'en fait, Helm va nous permettre de variabiliser, mais imaginons on a une charte qui est publique, donc une charte sur laquelle on n'a pas la main. Kustomize peut se permettre d'aller venir surcharger cette charte publique sur laquelle on n'a pas la main. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et qui fait la force des deux. Ensuite, dernier point en tout cas sur Flux V2 avant d'attaquer les cas concrets, le fonctionnement en détail. Donc toujours le même principe, hein, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. On a un développeur qui pousse sur un dépôt. Ce dépôt est mis en écoute par notre agent Flux, qui est bien sûr installé sur le cluster distant. Et en fait, comme on l'a vu, le but de cet agent, c'est de se dire, je réconcilie ce qui est demandé ici avec ce qui est déjà présent à l'heure actuelle tout de suite. Et ça s'appelle une boucle de réconciliation. Donc ça porte bien son nom. Cette boucle de réconciliation, elle a 3 items, enfin, trois grandes composantes. Donc il y en a 2 notamment qui devraient vous parler avec ce qu'on vient de voir. Et la troisième, le source controller. En fait, le source controller, ça permet tout simplement d'analyser une source. Donc ça peut être un dépôt Git, ça peut être un dépôt de chart. Enfin voilà, on peut avoir, on les verra par la suite, mais on peut avoir plusieurs ressources qui sont en écoute. Du coup, voilà un peu pour le fonctionnement. Dernier point sur cette mécanique. Voilà, moi, quand j'ai découvert Flux, c'était bien, c'était magique, mais quand on rentre un peu dans la mécanique, quand ça se passe bien, c'est cool. Quand ça se passe mal, c'est la merde. Donc, il faut un petit peu débugger ce qui se passe. Donc voilà, 6 commandes, FluxLog, qui permet tout simplement d'avoir des logs de ce qui se passe, voilà, les entrées, les modifications, etc. FluxGet, donc ça permet tout simplement d'avoir le statut d'une composante qu'on a créée. Et ensuite, on a reconcile, suspend et resume. Donc en fait, ces 3 commandes-là parlent de la boucle de réconciliation. Cette boucle tourne en permanence. Parfois, elle peut planter, ça arrive. Donc soit on peut la relancer, soit la suspendre pour X ou Y modification. Et à la fin, on peut, effectivement, ça c'est pour la lancer de base et ça c'est pour relancer après une suspension. Donc voilà, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, parce qu'il y a plein de belles choses après, mais on pourra revenir pendant les questions sur ce genre de choses. Du coup, au niveau de la pratique, les cas concrets qu'on peut retrouver en entreprise et qui peuvent être utilisés. Donc, premier cas assez simple, on a un dépôt de code avec notre cluster distant où est installé l'agent flux. Et voilà, on va juste synchroniser ce qui est dit, enfin ce qui est mis là-dessus avec le cluster distant. Donc ça, c'est le cas assez simple. Le cas qui commence à devenir plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le multi-repo. Donc là, en fait, on a un seul agent qui est installé sur le cluster. Et imaginons sur ce cluster, on veut faire une marketplace. Donc une API et un front qui vont communiquer. Et bien là, c'est super simple pour automatiser le déploiement de ce front et de ce back. On configure l'agent pour qu'il puisse écouter 2 dépôts, tout simplement. Ah, j'ai un peu passé trop vite. Tac. Ensuite, le multi-cluster. Donc là, c'est ce qu'on fait chez nous à Decathlon, en tout cas au sein de mon équipe. C'est voilà, on a un seul Git qui va nous permettre de centraliser toutes les configurations de tous les environnements. Donc c'est là où est réellement l'atout. Donc là, admettons, on a la staging, la pré-prod et la prod. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, OK, l'agent de pré-prod va écouter un PAF qui est au sein du dépôt. Donc imaginons, au sein du dépôt, on a 3 dossiers, staging, pré-prod, prod. Ils vont chacun être en écoute sur un dossier. Donc ça, c'est hyper intéressant pour tout centraliser. Et ensuite, dernier point, je voulais vraiment le présenter parce que je trouve que notre solution, elle est vraiment canon. C'est la solution qu'on fait.
tout simplement, on a plusieurs éléments. Donc rapidement, ça c'est le dépôt de code, ça c'est une registry, enfin un repo d'image, ça c'est notre cluster avec l'agent dessus, et ça c'est un nouveau dépôt. Donc là ça fait beaucoup de choses, on va expliquer la mécanique. Le dépôt de code, donc voilà, le développeur pousse son code, derrière une CI/CD est enclenchée pour aller pousser une image. Donc cette image est déposée du coup sur ce dépôt. En l'occurrence, nous c'est Artifact Registry parce qu'on est chez GCP. Ce dépôt est mis en écoute par FluV2 qui va détecter le dépôt d'une nouvelle image avec un commit. Donc hop, il va aller tirer ce commit. Et là, je vais lui dire par une regex, une policy d'écriture, ok, moi j'ai mon repo qui décrit l'infrastructure, tu vas aller modifier à tel endroit mon image. Donc là, hop, FluV2, il fait sa popote, il modifie dans le repo d'infra l'image, et il est également en écoute sur cette infra, sur ce repo d'infra. Du coup, il va aller également chercher les mises à jour qu'on vient de faire. Du coup, au final, ce qui est bien, c'est que pour, on va dire, des développeurs qui ne sont pas du tout intéressés par ça, ils n'ont pas besoin de s'occuper réellement du déploiement. Dès que c'est poussé sur une branche ou sur la branche main, derrière, tout se fait automatiquement. Et normalement, si tout se passe bien, ben, sur l'environnement, tout roule. Du coup, on va passer une petite démo en live. Alors, je vais devoir couper. Je suis pas très... Tac. Je pense qu'on voit toujours. Ouais, ça va peut-être un peu chiant. Tac, ok. Alors, je pense... Peut-être essayer de parler comme ça, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon? Ok. Du coup, globalement, pour cette démo, je vais vous montrer dans un premier temps comment ça marche sans FluV2, enfin comment ça marchait sans FluV2. Et ensuite, on va voir l'installation rapidement d'un pod pour montrer que voilà, je dépose juste un fichier et le pod se met directement sur le cluster. Moi, j'ai besoin de rien faire. Et après, on va peut-être pousser, si j'ai un peu de temps, Maxime, je ne sais pas si j'ai encore du temps, pousser un petit peu la chose jusqu'à bah voilà, une Helm release. Donc en fait, c'est les charts qu'on a vus et peut-être pousser un patch, mais on verra ce que ça donne. Du coup, dans un premier temps, ce qui se passait avant, alors, hop, tac, ok. Alors, je vais prendre la commande, je vais pas me faire chier. Donc là, au final, tac. Donc ici, dans ce répertoire-là, je ne sais pas si on voit correctement au fond. C'est compliqué. Je vais essayer de l'afficher. On voit. Oh, il y a de la latence. Ça va peut-être un petit peu mieux. Bah, globalement, on a deux fichiers qui vont nous permettre d'installer des pods. Donc on a une charte qui permet de déployer un pod et l'autre, c'est un métabase. Donc là, je fais une commande qui va me permettre d'exécuter les deux sur mon cluster en local. Donc là, je viens regarder. Hop. Tac. Ok. Donc là, je ne sais pas si on voit ici. Je ne sais pas si tout le monde voit. Donc là, automatiquement, je viens juste de mettre... Enfin, j'ai exécuté une commande. Deux pods se sont créés. Enfin, deux déploiements avec un pod chacun. Et maintenant, je vais me dire, ok, ce que je veux faire, c'est pour mon NGX, je vais rajouter un pod. Et mon métabase, je vais le supprimer. Du coup, je vais aller dans le fichier de customisation dont on a parlé tout à l'heure, qui permet de configurer, de dire, ben voilà, je veux fusionner tel et tel fichier, je veux fusionner telle et telle ressource. Donc là, sans FluV2, hein, là on est juste avec cet outil Customize, je vais dire, ok, moi je veux plus métabase par contre. Métabase, ça ne m'intéresse plus. Donc là, je vais réappliquer ce fichier. Hop. Ok. Donc là, on voit bien ici qu'on nous a précisé que notre déploiement avait été modifié, donc notre NGX. Donc je vais aller regarder ça. Tac. Donc là, effectivement, on a bien nos deux pods NGX qui tournent, mais par contre, j'ai demandé la suppression de métabase. Et métabase est toujours présent. Donc ça, c'est chiant en termes de maintenance. Au final, ce qui est présent en termes de fichiers ici, ça ne reflète pas ce que j'ai en local. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc c'est à ça que va servir FluV2, c'est-à-dire vraiment, je mets des fichiers, je veux ça à distance, j'aurai ça à distance. Du coup, on va partir sur la première installation. Donc pour éviter les effets démo, j'ai déjà bien entendu installé Flux. Donc peut-être que je pourrais vous le donner à la fin, en tout cas pendant les questions, comment on installe un petit Flux en local. Voilà, il faut juste un Git, il faut un token pour accéder à votre Git, et ensuite FluV2 va se charger d'écrire les fichiers nécessaires à l'implémentation avec toutes les configurations qui vont bien. Du coup, tac, ça c'est là. Donc là, en fait, j'ai une configuration d'un pod, tout simple. Et ensuite, ici, j'ai mon repo Flux. Donc avec les environnements, et je lui ai dit, en tout cas pour mon repo en local, je lui ai dit, tu écoutes ce fichier dev. On peut potentiellement imaginer qu'il y ait d'autres folders, d'autres dossiers
donc dev, prod, pré-prod, qui vont être mises en écoute par les différents agents des différents environnements. Et c'est comme ça qu'après, on va manipuler et centraliser nos fichiers. Donc là, je prends juste ce fichier, je viens le coller ici. Tac. Ok, tout se passe bien. Donc là, bien entendu, je vais devoir le pousser. Forcément. Bon. Hop. Tac. Ah, je vais y arriver. Ok. Ok, donc là, j'ajoute tout. Je commit vite fait. Désolé pour ceux qui adorent les beaux commits, ça va pas être le cas aujourd'hui. Hop. Ah, j'ai pas... Forcément. Hop. Tac. Et après, je vais pousser sur ma main. J'ai mis un peu de temps, je suis désolé. Ok. Du coup, là, c'est fait. On va vite aller voir ce qui se passe avec la commande fluxlogs. Donc, s'il ne prend pas trop de temps, normalement, on devrait arriver avec une petite ligne de commande qui va spawn ici et dire ok, j'ai bien reçu ton commit qui s'appelle Intel, je vais mettre tes pods en marche. Donc là, ça peut prendre un peu plus maximum 1 minute. Donc j'espère que ça ne va pas arriver trop vite. Et ensuite, comme on peut le voir là, donc là, c'est un bon exemple de problème de réconciliation au sein du cluster. Voilà, la boucle de réconciliation n'a pas pu se faire, donc reconciler error failed, et il me dit pourquoi ça n'a pas marché. Tac. Je vais quand même regarder ça. C'est bon. Donc logiquement, ça devrait bientôt arriver. J'espère qu'il va se dépêcher. Du coup, là, on va voir ça. Ensuite, dans un second temps, on va voir l'application d'une charte pour commencer à découper nos environnements et variabiliser. Et puis ensuite, on verra tout simplement l'application d'un patch avec Customize. Alors, par contre, j'aime pas ça. C'est bizarre, il n'est pas encore venu chercher. Alors ça, c'est les effets démo. Ouais, je sais. Je sais que ça peut être très long. Je pense que j'ai un problème avec la démo. J'essaierai peut-être de la refaire refonctionner pour les questions. Je suis désolé. Voilà, en tout cas, j'espère que malgré ce truc qui marche pas, vous avez compris un petit peu le principe du pod. Voilà, le but, c'est juste de déposer un fichier, de découper en environnement, et normalement, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais normalement, tout se met tout seul. Donc voilà. Du coup, je vais passer à la suite. Tac. Je pense que ça remarchera peut-être pendant les questions. C'est l'effet démo. Tac. Allez. Voilà. Du coup, au niveau des feedbacks, de ce que j'ai connu, en tout cas à Decathlon et depuis que j'utilise cet outil, c'est plusieurs points d'attention. Dans un premier temps, la maturité technique du projet. Tout projet ne peut pas forcément implémenter cette solution. Pourquoi? Parce qu'on peut potentiellement être influencé par des parties tierces. Voilà, ça ne marche pas toujours comme on veut. Ensuite, il faut également des connaissances au sein de l'équipe. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de support qui peut nous aider. Donc après, la connaissance se déploie au sein de l'équipe. Mais effectivement, si demain, on a un plantage en prod et que personne ne sait comment marche l'outil, ben voilà, c'est un petit peu moins évident. Et dernier point, c'est respecter les process. Du coup, respecter les process, c'est ce que j'ai dit tout au début. On évite de mettre des coups de tournevis sur le serveur. Là, maintenant, on aura bien une ligne directrice, une autoroute qui va conduire directement à la prod, la pré-prod ou autre. Donc ça, c'est un petit peu les 3 points d'attention. Et ensuite, sur mon retour d'expérience pure, ce que ça a aidé et simplifié au quotidien, c'est les déploiements, bon à part ce soir, mais sinon ça aide d'habitude les déploiements. Voilà, on n'a plus besoin d'aller sur les serveurs, etc. Comme je l'ai dit, de déposer déjà. Enfin voilà, on fait plus ce genre de choses. Deuxième point, c'est la rapidité et l'historique de livraison. Là, j'ai juste mis un pod et dans la logique derrière, au bout d'1 minute, c'est mis en production. Donc parfois, on peut avoir effectivement des mécaniques qui ralentissent ça, mais globalement, Flux V2, c'est pas plus compliqué. Et on a un historique de livraison. Donc tout ce qui a été livré, les changements qui ont été faits, pourquoi ça a pété, on va le savoir, comme quand on code et qu'on livre sur la main, par exemple.
Et ensuite, troisième point, la sérénité. Je sais que c'est pas bien de livrer le vendredi, mais on peut le faire. Normalement, ça pète pas. Mais en tout cas, la livraison jusque la prod peut se faire rapidement en moins de 5 minutes et après, on peut aller boire un café. Quatrième point, alors là, plus négatif parce que bon, c'est tout beau, tout rose, mais comme ce soir, parfois, ça marche pas. Ça peut avoir des conséquences importantes. Petite anecdote, quand je suis arrivé à Decathlon, j'ai modifié Flux V2 et sans le savoir, j'ai rajouté des choses sur la prod. Alors, par chance, euh, ça n'a pas impacté puisque c'était juste un ajout, un agent pour monitorer. Mais voilà, ça peut en tout cas avoir des conséquences importantes si on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Et dernier point, c'est plutôt sur tout ce qui est le scope et la complexité des connaissances. Alors là, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais on va dire qu'en une demi-heure, on a balayé plein de choses. On a balayé du Kubernetes, on a balayé du Helm, on a balayé du Kustomize, du Flux, plein de notions de Ops. Et c'est vrai que ben, voilà, on pourrait rentrer encore plus dans le détail et faire un talk de 2 heures. Mais bon, désolé Max, pas possible ce soir. Mais voilà, plein de choses à voir et complexité des connaissances. Ben, je crois que j'ai fini. Je suis encore désolé pour la démo. Pour les plus curieux, je vais essayer de la refaire marcher pour les questions. Et puis sinon, bah, j'espère que ça vous a plu, que je ne vous ai pas endormi. Puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions plus que ça. Ouais, vas-y. Alors, Flux V1, moi, je ne l'ai pas utilisé. Je sais qu'il y avait énormément de bugs, etc. là-dessus. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont passés à Flux V2. Mais non, effectivement, moi, quand je suis arrivé, Flux V2 était déjà mis en place. Et je pense qu'on n'a pas installé Flux V1 avant. Voilà. Oui, bah, de toute façon, ouais. Enfin, toute modification est amenée à une pull request avant d'être mergée. Sachant qu'après, tous les charts sont versionnés, donc tu dois également changer la version. Après, nous, on met tout au sein d'un même dépôt, mais effectivement, on pourrait avoir, si c'est des charts qui sont mutualisés, par exemple, avoir un dépôt tierce à part de notre code, et là, on maintiendrait comme une librairie, en fait, le fonctionnement. Ah, je crois qu'il y avait une troisième question. Ouais. Ah, c'est une bonne question, ça. Vas-y, tu peux la répéter, j'ai pas entendu la fin. En fait, ça dépend les modifications que tu vas faire derrière. Si tes customize, au final, font la taille d'un M-chart, là, je pense qu'il faudra plutôt revoir ton M-chart. Là, en fait, c'est juste question de variabilisation. Nous, on a des très grandes charts qui sont variabilisées, mais à côté de ça, si on doit faire des patchs, c'est de légers patchs. Normalement, Customize, il n'est pas là pour tout remplacer. C'est pour ça que j'avais dit, en fait, dans un premier temps, tu as vraiment ton Helm qui est ta base, que tu viens variabiliser en fonction de tes environnements, des ports, etc. Et par contre, tu as Customize qui, pour quelques lignes, ou en tout cas, ouais, quelques lignes ou quelques variables, vient surcharger ton travail, quoi. Donc non, je partirais plutôt, je dirais, c'est une balance des deux. C'est pour ça que ça fait la combinaison. Une balance des deux avec une préférence pour le chart. Voilà. Ouais. Tu as expliqué un peu la complexité quand on ne connaissait pas du tout le sujet de rentrer dedans et on va dire la montagne, mais qu'il y avait beaucoup de connaissances à savoir avant de pouvoir y aller. Toi, du coup, au bout de combien de temps tu t'es senti, j'ai envie de dire, capable et tu t'es dit, c'est bon, je peux y aller, je suis opérationnel dans l'équipe Après, opérationnel, c'est un bien grand mot parce qu'il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à faire. Je dirais qu'au bout de 3 mois, en ayant intégré un petit peu tout ce qui se passe, les environnements, etc., on comprend vraiment comment ça marche et on est en capacité de faire une chose et de la comprendre. Donc je dirais au bout de 3 mois avec... après forcément, on est toujours onboardé par des gens et nous, on a une équipe également de support, donc ça aide. Mais globalement, ouais, je dirais 3 mois. Après, sachant que je suis junior aussi, donc ça va prendre en compte. Ouais. Moi, j'ai une petite question, c'est sur toute la partie management des secrets. Comment vous avez fait, vous, du coup, chez Decathlon, pour gérer ça? J'imagine avec un Vault, mais comment vous liez à Flux et à votre repository?
Alors en fait, nous, de base, ce que tu pourrais faire, et ce qui n'est pas la bonne méthode, c'est de stocker tous tes secrets sur ton cluster. Mais demain, ton cluster tombe, tous tes secrets tombent avec. Donc nous, en fait, comme on est chez GCP, on stocke tous nos secrets sur GCP. Et on a une mécanique qui s'appelle External Secret et qui permet en fait de synchroniser les secrets que tu as dans GCP et de les balancer sur ton cluster. Donc de nouveau, en fait, on n'est pas trop censé mettre les mains, en tout cas sur le cluster. Après, sauf quand tu es admin et que tu veux faire des choses particulières. Et après, effectivement, tu pourrais le faire sur un Vault ou autre sans souci. Du coup, là. Ah, il y a encore une question, désolé. Ouais. Il y a Farid qui voulait savoir s'il y avait du monitoring sur la supervision. Tu doutes du monitoring? Ah, bien sûr. Ouais, on a du monitoring. Alors, soit tu l'as avec GCP. GCP, comme on est, en fait, on utilise GKE de GCP, donc par défaut, il t'en met. Et nous, derrière, on fait, enfin, je dis nous, c'est pas notre équipe, mais on a l'équipe de support qui fait ça pour nous, qui faut remonter tous les logs. Et du coup, nous, on utilise Datadog pour derrière faire des dashboards, etc. Mais je pense que c'est assez connu, donc je ne vais pas détailler là-dessus. Du coup, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je termine. C'est bon. Ok. Bah, merci pour votre attention en tout cas. Hop.